m'appelle Khaled Berti, je présente, je suis directeur des études de Subcom, c'est une école des télécoms, une école d'ingénierie civile. Je voulais savoir c'est qui délivre finalement les badges à l'école, qui c'est qui valide les badges? Est-ce que c'est les enseignants qui distribuent ces badges-là? Est-ce que c'est la direction d'études? Est-ce que c'est le département? Finalement, comment je peux être sûr que l'étudiant mérite vraiment le badge et c'est pas vraiment un petit cadeau qui a été fait par nous? Alors, c'est une excellente question, hein, qu'on s'est posé des tonnes de fois là-dessus. Je pense qu'à l'échelle d'un établissement, moi je vais te donner mon point de vue, après je te laisserai par rapport peut-être élargi là-dessus. À l'échelle d'un établissement, ce qui est important, c'est de définir une politique d'attribution d'un badge. C'est se dire quel type de badge on va promouvoir et comment on souhaite que ces badges soient délivrés. Pour te donner un exemple, à l'école centrale, le choix qu'on a fait, c'est de dire les badges qui représentent les compétences, ils sont forcément adossés au référentiel de compétences, donc ce sont des enseignants qui les délivrent, et pour qu'ils le délivrent de manière la plus homogène possible, parce que c'est bien ça qu'on vise, il faut qu'il y ait un guide d'évaluation derrière. Donc ce guide d'évaluation avec des critères qui dit il y a ou il n'y a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une harmonisation en tant que telle à chaque fois, puisqu'on va forcément réfléchir à ce genre de choses là-dessus. Mais on pourrait tout à fait envisager les choses autrement, en tant que tel, que ce soit l'attribution par les pairs ou des choses comme ça. Il y a des organisations qui vont fonctionner autrement, qui vont faire d'autres choses. Je pense que ce n'est pas forcément les mêmes badges, ce n'est pas forcément des badges de compétences. On va aller chercher d'autres trucs. Ou alors c'est des badges de compétences soft qui viennent chercher autre chose. Alors est-ce qu'on peut faire fonctionner les deux à l'échelle d'une école? Je te le dirais, pourquoi pas. Pour moi, il n'y a pas véritablement d'obstacle, il ne faut juste pas se tromper d'objet. C'est le même type de badge. Mais les compétences, quand on dit, il y a forcément bien des enseignants qui vont regarder derrière ce qu'il en est ou qui ont un poids important. Et après, il y a tous les éléments informels qu'on peut aussi évaluer avec un badge. Là, je prends un exemple type, mais je parlais de la boîte noire tout à l'heure. Ce qui se passe dans la tête des étudiants. Moi, quand j'étais les voir, quand on a fait une séance, je leur ai dit, vous me faites le making-of. J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé pendant la semaine. Et en fait, ça, le mieux placé pour nous le raconter, évaluer ce qu'ils font à l'échelle d'un groupe, c'est eux. On est typiquement sur ce genre de choses. Par exemple, quel étudiant est le meilleur chef de projet? Quel est celui qui est capable de faire preuve de capacité d'empathie, par exemple, de soutien à l'échelle d'un groupe? On pourrait envisager de badger les étudiants là-dessus. Là, si c'est pas eux qui me le disent, je vais pas le dire à leur place. Par exemple. Voilà. Je sais pas si tu veux compléter. Oui, donc il y a plusieurs modalités. On peut être dans un schéma très descendant où voilà, on a un enseignant qui va délivrer un badge à un étudiant parce qu'il a réalisé telle ou telle activité. Voilà, ça peut être manuel, mais ça peut être automatique via une plateforme. On a des traces d'apprentissage sur une plateforme, ça peut partir tout seul. Et on a aussi des écoles qui proposent, qui renversent un petit peu le système et qui proposent aux étudiants. Voilà, vous avez tout un tas de badges en fait, de compétences et d'engagement qui peuvent être reconnus par l'université, mais c'est à vous de faire la démarche, de demander le badge, d'apporter votre argumentaire, un récit d'expérience, etc. On parlait tout à l'heure avec une personne de l'engagement, par exemple, sur les objectifs de développement durable. Voilà, un étudiant qui est engagé sur les ODD, par exemple, on peut lui donner la possibilité aussi d'être reconnu. C'est à toi de m'apporter tes preuves d'engagement. Et après, voilà, qui va valider derrière? Peut-être qu'on n'a pas de validation. Peut-être un étudiant qui dit « Moi, je m'engage sur les ODD. » Ok. Évidemment, le badge, il l'a. Il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas nécessairement d'évaluation, en fait, à travers le badge. Je peux déclarer m'engager dans une dynamique, dans un projet, et pourquoi il y aurait nécessairement une évaluation? Après, tout le crédit, toute la valeur du badge, ça va être par tous les éléments qui ont été apportés aussi par l'étudiant. Il y a plusieurs mécanismes qu'on peut imaginer. Et on peut imaginer aussi, alors, je ne sais pas, un étudiant qui est engagé dans la vie étudiante, ça peut être le service de la vie étudiante qui va le délivrer. C'est pas toujours, c'est pas nécessairement des enseignants. Ça peut être le service de la vie étudiante. Après, on peut déléguer ça aussi à des entreprises partenaires. Ça peut être des entreprises qui vont évaluer aussi, on peut les impliquer dans le processus d'évaluation. Donc il y a tout un tas de modalités, et les pairs, évidemment, l'évaluation par les pairs. Donc, en fait, on peut imaginer tout un tas de processus, et un badge peut être délivré à la fois en descendant ou en montant. En montant, c'était intéressant sur les grosses cohortes, parce que c'est difficile de déployer des dispositifs comme ça quand on a 40 000 étudiants. C'est très compliqué. Déjà, aller sur l'APC, sur la L1, en psycho, en droit, c'est très, très compliqué.
Donc, pour des grosses cohortes, en fait, on donne la possibilité à l'ensemble des étudiants, on les informe sur les possibilités de reconnaissance qu'ils ont à l'université, et puis c'est à eux de faire cette démarche. C'est vrai, voilà, comme tu l'as bien dit, la double logique, elle peut exister. Voilà, je donne un exemple. Dans nos élucubrations à l'école, on a imaginé un autre système de badge. Alors, il n'a pas de nom, celui-là. C'était une idée de familiariser l'appropriation des badges, l'objectif par notre corps enseignant. Parce qu'ils vont être amenés à badger les étudiants, nos enseignants, mais il faut bien qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est que cet objet, ce truc-là. Et on s'est dit, le mieux, ce serait qu'ils se badgent eux-mêmes. Comme ça qu'on l'a vu, on s'est dit, le mieux, ce serait qu'ils se badgent eux-mêmes. Donc on a inventé 3 types de badges. Alors pour le coup, ils n'ont pas de nom, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à faire déployer le système, à le faire atterrir, parce qu'on n'arrive pas à le nommer. Et c'est un vrai problème, parce qu'en fait, on a envisagé 3 types de badges pour les enseignants. Un badge, c'est je me forme. Et là, on voit bien la logique qu'Émilie a décrite, qui est effectivement un badge, je me forme, un enseignant qui voudrait avoir ce badge, je me forme, bien sûr, plus une pratique. C'est je me forme à une pratique sur l'antiplagiat, ou je me forme à telle ou telle application, ou à telle ou telle pratique pédagogique, etc. Je l'ai comment? Je l'ai parce que j'ai en animation pédagogique et parce que je vais avoir ce genre de choses. Donc là, je le reçois. Mais je peux très bien me former avec des tutos par mes propres manières sur Internet et je peux le demander. Donc cette logique de montant descendant, on peut l'illustrer comme ça. Après, le deuxième type de badge, ce serait, pour le coup, j'expérimente. Et là, j'expérimente, c'est quoi? C'est l'enseignant, il expérimente une pratique avec des étudiants. Alors, c'est pas ça marche pas, c'est je tente le coup, on verra bien si ça fonctionne. Et ça peut être, soit il vient voir l'ingénieur pédagogique qui lui dit, tiens, j'ai testé un truc, machin truc, tiens, je vais te filer un badge, parce que quand même c'est intéressant. Puis moi, ça me permettra quand même de repérer qui fait quoi dans tout ce monde. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et l'autre truc, ça pourrait être de se dire, tiens, entre pairs, tiens, il y a un prof de base qui va expliquer un truc à un de ses collègues et qui se l'attribue les uns les autres. Là, ça a du sens, aussi comme ça. L'autre truc qui marche là également, le troisième truc, c'est j'accompagne. C'est comment je suis capable d'accompagner un collègue aussi dans une pratique. Parce que moi, je ne crois pas que dans une pratique, c'est l'ingénieur pédagogique qui est la clé de voûte des pratiques pédagogiques. Les enseignants, entre eux, ont un poids énorme dans la diffusion des pratiques et on s'accompagne énormément entre collègues. On avait pensé ces 3 types de badges pour familiariser les enseignants à ça. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas nommer. Donc moi, si vous avez des idées, je suis preneur. Parce que badge enseignant, c'est pas sexy, on s'est dit que c'était affreux. Badge, le nom, il est associé aux compétences chez nous. Donc c'est un blanc. On ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. C'est peut-être un badge pro. On a pensé à un talent, on a pensé à plein de trucs. En fait, on a tellement brainstormé qu'on s'est dit, on laisse tomber l'idée. Peut-être qu'elle sortira comme ça par la suite. Et c'est un exemple aussi pratique pour illustrer ça. Oui. Merci. Je suis Ashraf Mtila, directeur de département mathématiques et informatique décisionnelle à l'École nationale d'électronique et télécommunications de Sfax. C'est une école d'ingénieurs en IT. En complément avec la question de mon collègue, en fait, par exemple, pour moi, j'ai eu un badge depuis 6 ans ou 7 ans de l'IBM. Par la suite, je suis maintenant le responsable d'un centre de certification Certiport Microsoft. On est en train de délivrer des badges pour les étudiants. C'est important d'intégrer la notion de badge dans le réseau qui existe, le réseau méditerranéen, les écoles d'ingénieurs et de management. Mais est-ce qu'il y en a une structure à suivre, comme par exemple le département ou école, pour avoir l'autorisation pour donner les badges? Est-ce qu'il y en a un organisme international pour que les badges soient universels à l'échelle internationale? Il y a un standard, Open Badge. Donc à l'origine, les badges imaginés par la Fondation Mozilla, ça a été repris par un consortium qui s'appelle AMS Global. Donc il y a un standard avec des spécifications, parce que c'est open source. Donc des spécifications respectées pour être en ligne et que ces objets-là soient transférables aussi d'un environnement à un autre. Après, une autorité, il y a un standard, mais il n'y a pas d'autorité, vous voulez dire qui habilite des structures qui régulent? Non, il n'y a pas de... Il y a tout un tas de dynamiques qui vont converger. Il y a des projets communs d'universités en France, par exemple, mais il n'y a pas... c'est une plateforme, en fait, la Open Badge Factory. Moi, ce dont je parlais, c'est une plateforme, c'est un outil qui permet de délivrer des badges, et puis nous, on vérifie que l'institution existe bien. Donc on
va authentifier l'institution, mais il n'y a pas d'institution à un niveau supérieur. Après, c'est une réflexion qu'on a eue aussi, c'est qu'effectivement sur Open Badge Factory, quand tu vas te connecter dessus, tu vas avoir accès à tous les badges qui sont émis par les utilisateurs d'Open Badge Factory. Et tu vas voir qu'il y a une kyrielle de badges. Des badges qui sont très marrants, des badges qui sont très sérieux en tant que tel à ce niveau-là. Et je pense que l'intérêt, c'est qui émet. Qui émet, quelle est la notoriété de la personne qui émet. Et ça donne tout le sens à une question qu'Émilie disait tout à l'heure, c'est la question de l'endossement. Un badge, il est crédible parce qu'il est reconnu par plusieurs personnes ou par plusieurs institutions en tant que tel. Techniquement, c'est possible de dire qu'un badge de l'école centrale Marseille sera connu par Centrale Nantes ou l'Université de Tunis, etc. là-dessus, parce qu'on se reconnaît dans ce badge-là et qu'on estime qu'il a de la crédibilité dans son acquisition. Ça peut être un élément. C'est une question aussi, le badge, il existe, il faut le concevoir comme une espèce de grand marché, et que sur ce grand marché qui est assez libéralisé, pour le coup en l'occurrence, eh bien, on va se donner des repères et c'est le poids de nos institutions, la cooptation des institutions qui va faire qu'il sera crédible. Et bien sûr, le nombre de bénéficiaires, ce qu'il y a dedans et ce qu'on y met. C'est juste pour dire, est-ce qu'on peut l'inclure dans les conventions de diplomation, par exemple, on se reconnaît les badges de chaque établissement. Donc là, c'est la mobilité des badges. Voilà. Donc là, je pense que on devrait réfléchir à ça pour valoriser mieux l'utilisation des badges. Voilà. Il y a beaucoup de consortiums en fait. Voilà, on a qui délivre des badges, qui est dans un consortium d'universités, d'institutions, peu importe. Et donc, toutes ces institutions membres vont endosser, en fait, vont reconnaître la valeur du badge ou vont reconnaître parce qu'elles délivrent elles-mêmes ce badge-là. Parce que lorsque la Centrale Marseille a conçu des classes de badges, un pool de badges dans son écosystème, mais elle pourrait partager en fait, avec une autre école qui délivre, alors soit en son nom ou au nom de l'école Centrale Marseille. En fait, c'est un badge qui est créé par Centrale Marseille, mais délivré par un partenaire. Donc ça, on peut, justement, dans les consortiums, on peut imaginer tout. C'est là que le réseau peut être utile. Oui. Avoir un réseau qui est structuré, un réseau qui partage en fait, des valeurs communes sur la formation des ingénieurs, ça pense qu'on se lance. C'est pour ça que techniquement, lorsqu'on a déployé le projet de badge au début, on a été attentif aussi, c'est pour ça que c'est bien que ce soit un travail d'équipe, c'est que tout de suite notre DSI nous a dit, et c'est intéressant, je leur en suis vraiment gré du retour qu'ils nous ont fait, ça a été de dire, c'est intéressant, mais on touche de la DSI étudiant. Direction des systèmes d'information. L'IT chez nous ont dit directement, oui, mais on a besoin de la pérennité de ce truc-là. Le truc que tu veux vendre, qu'est-ce qui garantit qu'il va exister dans quelques années? Ce truc que tu veux vendre, qu'est-ce qui garantit qu'on ne sera pas otage, pieds et poings liés avec un provider, donc avec un fournisseur de services en tant que tel? Et excellente question. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, typiquement, sur pourquoi on a aussi travaillé avec Open Badge Factory, c'est que ils nous ont offert la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un reverse proxy, c'est un serveur de stockage des badges hébergé à l'école. C'est-à-dire que on a une copie des badges qui est stockée chez nous, donc on a une garantie de pérennité par rapport à ça, et ce serveur, il est mutualisable. C'est là où ça répond aussi, on parlait de l'ambition d'une direction, etc. là-dessus, c'est qu'à l'échelle du groupe des écoles centrales, on se dit, bah oui, notre modèle, on y croit, donc on a envie aussi de le porter, et là aussi, on peut accueillir des gens sur notre infrastructure. C'est l'objectif. Merci pour ta question. D'autres questions? Alors, l'ordre des ingénieurs. J'imagine que ça doit vous intéresser aussi. Merci. Je vous ai écouté tout à l'heure, madame, vous avez parlé des badges pour les ODD. Ouais, bon, c'est très diversifié, on peut dire même si c'est un peu compliqué, parce qu'on est en plein évolution et en plein changement. Est-ce qu'on peut parler d'un badge qui va faire dégager des métiers futurs? Parce que lorsqu'on parle ODD, donc on sent toujours qu'il y a un changement, on sent toujours qu'il y a une évolution du métier d'ingénieur. Et qu'on sait même que le jour où les ODD ont été mis en application, c'est l'ingénieur qui est à l'honneur.
vous le savez peut-être plus que moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que ça n'a pas été fait uniquement pour savoir évoluer l'ingénieur dans ses décisions? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Parce que si on est en train de voir l'évolution des ODD et les indicateurs de suivi des ODD, donc cette tâche elle était généralement confiée aux ingénieurs partout dans le monde. Et si j'ai bien compris, donc c'est l'application des badges dans les ODD, donc c'est une application de suivi de l'évolution des applications dans les différents 17 ODD. Alors, ce qui est sûr par rapport à ce que tu dis, c'est que les badges ils viennent bousculer. En fait, pour moi, il y a deux choses qui viennent bousculer le métier de la représentation pour l'ingénieur. Il y a même plusieurs éléments. Il y a effectivement les ODD, parce que les ODD, ils viennent, les objectifs de développement durable, ils viennent reprendre et, quelque part, j'emploie le terme, excusez le caractère dépréciatif, contaminer nos enseignements par rapport au contenu, à l'objectif de ce qu'on va donner, de ce qu'on va aller apporter. Donc ça, c'est un premier élément. Et on remarque que ça fait bouger les métiers, parce que nos enseignements sont raccrochés aux objectifs de développement durable, et donc on a des contenus qui sont orientés différemment pour nos ingénieurs, on pose des questions différemment. Mais il n'y a pas que ça. On va les retrouver en trace forcément dans le référentiel des objectifs de développement durable. Le référentiel de compétences qui va forcément le porter de loin ou de près, les objectifs de développement durable. Et donc ça veut dire, derrière le référentiel de compétences, que c'est l'ingénieur que je sors à la fin du cursus qui a ça. Et enfin, je pense qu'il y a un troisième truc, et c'est là où on retrouve la notion du badge, c'est que le badge, notre ingénieur, on souhaite qu'il soit proactif sur ses décisions. C'est-à-dire qu'il réfléchisse, qu'il ait un rapport réflexif, qu'il soit proactif, d'où l'idée de demander, d'où l'idée de se positionner par rapport à ça. Et ça, c'est le troisième composant, pour moi, qui fait bouger la vision d'ingénieur. Je ne sais pas si tu veux... Oui, j'ai une question pour donc j'ai vu vos 5 badges sur 3 plus 2 niveaux. 3 plus 2. 3 plus 2, j'ai pas dit 5, 3 plus 2. Voilà, moi je prends connaissance de ces badges-là et je me dis, ah, je pourrais prétendre, je ne suis pas du tout centralienne. Excellent. Et je pense que je remplis toutes les conditions avec mon expérience pour obtenir ce badge de novice. Est-ce que je peux le demander? Alors, tu fais bien de me la poser, je te remercie parce qu'on en a parlé ce midi et justement, effectivement, c'est une vraie question. Là, ça convoque la politique d'attribution d'un badge à l'échelle d'un établissement à travers ça. Et là encore, c'est une vraie question qu'on s'est posée, qu'on continue encore à se poser dans notre établissement parce que ça va venir toucher la question de la validation des acquis d'expérience. C'est-à-dire, je suis professionnel, j'ai des acquis, et qu'est-ce qui fait que je peux rentrer dans un système? Et derrière ça, il y a comment l'établissement se positionne par rapport à ça. Aujourd'hui, à Centrale Marseille, voilà, on a une politique qui consiste à dire que nos étudiants, c'est en école d'ingénieur, ils sont recrutés à l'issue d'une classe prépa pour la grande majorité ou sur une voie de sélection par rapport à ça. Les étudiants vont, je donne un exemple, mais ça illustre les choses, ils vont garder leur adresse mail toute leur vie. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une communauté. À partir du moment où ils sont centraliens, on est centraliens jusqu'à la mort. C'est presque ce que Frédéric Faudiadu disait avant, et je trouve ça extrêmement intéressant. Pour le coup, c'est qu'on va garder cette qualité de centralien, après on rentre dans le réseau des alumni en tant que tel. Et donc, il y a une cohérence de vision. Donc c'est vrai qu'on a assumé cette cohérence de vision qui consiste à dire les niveaux avancés ou experts ou ce genre de choses, eh bien, c'est forcément quelqu'un qui sera centralien, qui va être capable de le demander parce qu'il fait partie de ça. C'est cohérent avec les valeurs et le schéma de l'école. Mais c'est notre modèle. On pourrait tout à fait imaginer autre chose, c'est pas exclusif. Et là encore, on vient interroger les voies de VAE, VAP. C'est-à-dire que, on parlait du niveau novice ou ce genre de choses, je pense que c'est peut-être pas forcément le bon niveau. Le niveau novice intermédiaire, il sert à avoir le niveau compétent. Bon, par contre, le niveau compétent, si quelqu'un demandait un titre d'ingénieur centralien en validation des acquis d'expérience, pourquoi pas? On pourrait l'ouvrir. Mais c'est essentiel d'avoir une réflexion en disant qu'est-ce qu'on regarde derrière? Mais du coup, qui on est? Oui, c'est juste un ajout sur ce point-là. Je ne parlerai pas des badges parce que je ne connais absolument rien. En revanche, les blocs de compétences légalement peuvent être acquis. Donc les blocs de compétences d'un diplôme peuvent être acquis par validation des acquis d'expérience et pas seulement le
C'est vrai que derrière ça, on touche la question du micro-crédentiel, que Véronique avait évoqué, que tu évoquais également. Et on revient, c'est quelque chose voilà, qui évolue, mais tu as raison. C'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas non plus des taux de demande. Mais les attentes des gens évoluent. Des anciennes logiques. Bonjour, j'ai une question aussi par rapport à ce qu'a posé aussi Madame Najwa. Donc, si on veut avoir une vision futuriste où on adopte votre badge, vos badges, dans d'autres établissements, donc dans le réseau RNEI, alors à ce moment-là, la question de l'évaluation, elle va se poser comment? Donc, est-ce qu'on va adopter exactement les mêmes critères d'évaluation que vous, ou bien on va prendre juste et les adapter à votre système et avoir nos propres critères? Et vous aussi, comment vous évaluez un badge? Comment vous vous attribuez, comment vous dites que cet étudiant il mérite d'avoir ce badge-là ou pas? Pour l'attribution en tant que telle, alors sur le badge, c'est important, c'est qu'en fait, quand on définit, on va définir les critères d'attribution de ce badge. On va dire ce badge, il est acquis quand il y a telle chose. Ça c'est constitutif du badge. Quand on va le fondre, on va expliquer ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif du badge, c'est d'être communiqué à l'extérieur. Donc c'est hyper important de définir la chose. Donc forcément, quelqu'un qui va souscrire à un badge, il va souscrire aux critères d'attribution qui sont liés à la délivrance de ce badge. Par contre, là où on a la main, c'est le fameux guide d'évaluation. C'est une fois que j'ai dit le badge d'innovation de niveau intermédiaire. Il est acquis lorsqu'on a traversé une situation de ce type, etc. là-dessus. Je ne te dis pas quelle situation tu vas traverser, comment tu vas la mettre en œuvre et comment tu vas l'évaluer. Là, tu as la main pour pouvoir le faire. Nous, typiquement, c'est le genre de choses qu'on va faire sur la plateforme Google, en mettant en place un guide d'évaluation, les fameux 0 ou 1 que je disais tout à l'heure par rapport à ça pour l'expliquer. Et là, les établissements ont la main pour le faire, typiquement. Sur le partage, la question du partage, voilà, si dans son moule de badge, enfin les templates de badge devaient être partagés avec votre école, par exemple, alors, il y a plusieurs possibilités. C'est soit dans leur réseau de partenaires, vous êtes dans leur réseau de partenaires et ils décident voilà, de partager librement avec vous et vous avez les droits pour aller modifier le contenu. En fait, hein. Vous repartez, c'est un copier-coller. Un copier-coller, vous partez, mais alors, sous réserve qu'il y ait, je ne sais pas, il faut des accords préalables, hein, parce que là, évidemment, vous allez changer d'image, voilà, il faut que ça rentre dans votre dispositif, vous allez adapter les critères, etc. Ou alors, il le partage vraiment, il vous donne le droit de le délivrer au nom de son vrai parcelle, mais là, vous touchez rien. Parce que là, ça engage l'image. Voilà, c'est deux possibilités, mais on peut faire un copier-coller. En fait. S'il y a un package type de badge qui sont transposables sur un autre établissement, c'est envisageable. On pourrait l'envisager. Juste une question, donc au niveau Hila Bkheli, membre du comité pour la qualité de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis. Donc juste une question d'ordre pratique, c'est-à-dire entre l'apparition de l'idée, si vous voulez, là où vous avez commencé à penser la question de badge, et la mise en place, et là où vraiment vous les êtes dit, ça y est, les badges, ça y est, c'est fonctionnel et ça commence à tourner. Ça a pris combien de temps? Ouais. Alors, en pratique, je vais vous dire à peu près 2 ans. C'est né pendant les élucubrations du confinement, à se retrouver seul avec soi-même là-dessus. Le plus compliqué n'a pas été de convaincre la direction de l'école. La direction de l'école a tout de suite vu l'intérêt. On a eu une visio avec Eric Roussel, j'ai rencontré, quand j'ai exposé le projet à la direction de l'école, en fait c'était la clé qui manquait, la brique qui manquait pour se dire on a besoin de ce truc-là pour faire atterrir les compétences. Parce que la préoccupation de l'institution c'était de faire atterrir les compétences. Donc là, ça n'a pas été là où est allé le problème, parce qu'en fait très rapidement on a vu le truc, l'objet badge, on s'est dit on y va, ça correspond à notre objectif là-dessus. Mais après, ça c'est l'intention. Et après, comme je vous disais, il y a quand même un petit moment où vous allez passer le temps dans le brouillard à dire bon alors, ok, il y a des badges, mais il y a quel fournisseur de badges et où est-ce que je vais? Donc là, vous allez mettre votre direction des services informatiques dessus, vous allez travailler avec les enseignants, vous allez travailler là-dessus, vous allez faire une itération, après il va falloir le faire entrer légalement quelque part en conseil des études, il va falloir faire regarder ça aux étudiants, donc il y a tout un aspect réglementaire pour le faire atterrir fonctionnellement dans l'établissement, et puis une fois que ça fonctionne, et bien après il faut penser le système. Et c'est là où vous êtes un bon petit moment entre les 2 pieds dans la boue et les yeux dans le brouillard, en vous disant où je suis où là. Et vous disant, je n'ai peut-être pas dû faire ça l'année dernière, finalement, j'aurais dû penser à autre chose et me taire. Et puis
et puis des fois, on met un grand coup d'accélérateur, on se dit, ah super, vachement bien avancé. Puis il y a des fois où vous êtes dans la glace, et vraiment, franchement. Donc il s'est globalement passé, on va dire, à peu près 2 ans entre le moment où on a vraiment pensé le concept, on l'a fait atterrir en principe au sein de l'école, on a dit aux étudiants, on va vous valider avec, on va vous diplômer avec des badges et des choses comme ça, et puis après, il y a le moment de dire, au fait, comment on fait? Et le au fait, comment on fait, c'est hyper long. C'est hyper long parce que vous devez vous poser la question de c'est quoi votre établissement? Donc, quel est le niveau de granularité des badges, ce que je disais ce matin? Comment vous envisagez d'attribuer les badges à l'échelle de l'établissement par rapport à ça? Et au fait, le badge, il ressemble à quoi? C'est des questions qui sont très simples quand on va avec des idées de cercle et tout. Mais il y a beaucoup de temps de travail parce que, au fait, ça ressemble à quoi? Donc vous allez itérer avec des personnes qui vont revoir, vous allez mettre un graphique dessus, vous allez retravailler dessus plusieurs fois et il y aura des allers-retours par rapport à ça, parce que le graphiste, il ne connaît pas l'objet badge. Il va falloir lui expliquer ce que c'est, il va falloir passer un petit peu de temps là-dessus et passer un plan global à ce niveau-là. Sans compter la direction qui donne des stops. Sans compter la direction qui fait un petit peu du stop and go, parce que forcément, quand elle sent que vous avez les pieds dans la boue, elle fait oula, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Et du coup, là, vous allez réapporter des preuves, déjà vous allez peut-être réavancer ou déformuler. Et du coup, il y a à peu près 2 ans, fonctionnellement parlant, entre le moment où on pense le concept, le moment où on arrive à le voir complètement, et le moment où on en est là, actuellement aux premières situations étalons, l'échantillon de la situation, ou la situation martyre, que maintenant on peut aller voir les enseignants et leur dire voilà, pour attribuer les badges, on vous proposera 2 types de situations. Un truc qui est adapté, une situation qui existait et qu'on a adapté préalablement, et un truc qu'on a sorti du chapeau, qu'on a créé ex nihilo. Voilà. Et on a 2 types de situations à leur proposer aujourd'hui, et c'est là maintenant qu'on part avec un bâton de pèlerin pour dire allez, c'est sur cette base-là qu'on travaille. Si je continue sur cette lancée, c'est le fonctionnement du système, c'est-à-dire comment vous avez déjà convaincu les professeurs, c'est-à-dire pour mettre en place un système d'évaluation de compétences avec des unités, avec peut-être un test à travers le Moodle, la mise en place de tous ces systèmes, c'est pas évident. Ah non, non, alors c'est super dur. Alors moi je pense qu'on n'a pas convaincu les enseignants. Déjà, je pense que Olivier m'a Très bonne question. c'est une super bonne question. On n'a pas convaincu les enseignants parce que je pense qu'un enseignant c'est très dur à convaincre par rapport à ça. Derrière ça, je pense qu'on avance par palier. Clairement, les périodes de confinement nous ont aidés parce qu'on a clairement des collègues. Alors il y en a une partie qui ne veut plus entendre parler de Moodle aujourd'hui, clairement. Mais on en a une partie qui ont découvert des trucs et qui se sont dit ah c'est pas si mal ce truc-là. Ça nous a un peu aidés. C'est à ce côté-là. Après, il y a des compétences où, là encore, pour faire atterrir le référentiel, et bien, comment on a fait avec mon collègue Christophe Delabroix, qui était chargé des compétences avec moi l'année dernière, et bien on a été voir un à un l'ensemble des responsables, et puis on a parlé du référentiel. Et le temps, on le multiplie, ça a été long, ça a été dur par moments, parce que les collègues ne sont pas toujours enthousiastes, parce que forcément, voilà, il y a un gros travail de familiarisation du truc qui est extrêmement long pour le faire, et à la fin c'est pas gagné, hein. On sort pas de la salle avec l'enseignant qui dit c'est trop bien, je fais tout en compétence dedans. Ça marche pas comme ça, on est sur une familiarisation du truc, et on est sur installer l'objet, et en fait, moi je suis vraiment gré au retour que les enseignants et que les étudiants nous ont fait, parce qu'ils nous ont beaucoup bousculé. Ils nous ont beaucoup bousculé dans tous les sens. Par contre, ils nous ont tellement challengés qu'ils nous ont obligés à penser le concept dans tous les petits détails que je vous ai exposés là. Et du coup, moi, quand je le présente aujourd'hui, je me dis qu'il tient la route. Mais c'est parce qu'ils nous ont poussé dans les détails. En disant, et puis qu'est-ce qu'il fait mon étudiant en rattrapage? Et puis comment j'attribue mon badge? Et puis moi je veux pas que ce soit du travail en trop. Et puis comment je fais avec ma note? Et puis ces trucs-là, ils ont tout le temps. Et en fait, on leur a dit plein de fois, je sais pas, je te donnerai la réponse la semaine prochaine. Plein de fois, on a dit ça. L'anecdote qui est le plus caricaturale, je trouve, c'est la directrice des études qui nous a dit, mais directeur des études, c'est être berger de troupeaux de chats. Et en fait, c'est pour ça que c'est pas gagné, c'est que c'est vrai que l'enseignant-chercheur, par son statut, il est maître de ses pratiques pédagogiques. Exactement. Et donc, s'il n'a pas envie d'avaler la couleuvre badge, il l'avalera pas. Il l'avalera pas. Il l'avalera pas. Et c'est faire la preuve que le modèle il fonctionne, c'est installer le modèle en misant sur les étudiants, parce que les étudiants, ils ont envie du système et ils voient bien le besoin par rapport à ça. Et derrière ça, c'est de accepter de se donner du temps au temps. C'est hyper important. Parce qu'on ne va pas convaincre les gens d'un coup de baguette magique, ça va se faire petit à petit. Moi j'aime bien, c'est l'allégorie du crayon. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, mais je la trouve trop bien. C'est en fait, crayon, vous avez une petite pointe. La pointe, tout le monde voit, c'est ce avec lequel vous allez écrire.
Bon, cela, c'est pas la peine de vous occuper de ça parce que ils savent, ils font sans vous à peu près. Au mieux, vous pouvez vous en servir comme des ambassadeurs, mais pas trop quand même, parce qu'ils vont faire peur aux autres. Après, vous avez le corps du crayon. Alors le corps du crayon, c'est silencieux, puis c'est 80-90% du crayon. Alors s'ils sont proches de la pointe, vous avez de la chance, ils vont peut-être se rapprocher de la pointe. Par contre, s'ils sont proches de l'autre côté, ils vont se rapprocher de ce que vous pouvez craindre le pire, qui est la gomme. La gomme, le seul truc qui l'intéresse, c'est d'effacer la pointe, ce que fait la pointe. Mais la gomme, c'est pareil, c'est 5% dans le crayon. Donc ceux-là, il ne faut pas s'en occuper. Vous n'avez rien à faire. C'est absolument pas important. Ils font beaucoup de bruit, vous ne les convaincrez jamais. Donc n'usez pas votre énergie là-dessus. Usez votre énergie sur le corps. On l'a vécu dans le Covid. C'est ça. Mais parce que amener à scénariser un cours de la manière ILOG avec des objectifs dans chaque leçon, il faut de l'apprentissage, il faut de la formation pour les enseignants, c'est pas évident. Tout à fait. Et déjà qu'ils laissent cette tâche-là à une autre personne, bon ok, moi je m'occupe pas, toi tu t'occupes pour ma matière, c'est déjà pas mal. C'est ça. Et nous, on part du principe par rapport à l'approche compétence, c'est pour ça qu'on a fait ces situations notamment que je vous proposerai demain. On a entendu ce que les profs nous ont dit, qui a été de dire je veux pas que ça soit du boulot en plus. Et c'est hyper important. L'autre truc qui est hyper important et sur lequel il faut entendre quand ils nous disent ça, c'est pas une usine à gaz. Hyper important aussi. Et l'autre truc qui est hyper important, c'est mais on le fait déjà. Et le on le fait déjà, oui, on le fait déjà. Et effectivement, intuitivement, quand on évalue intuitivement et pragmatiquement les choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu le fais déjà qu'on ne peut pas juste le mettre dans une autre case. En fait. On va juste donner un petit cadre pour sur lequel que ce que tu fais un peu intuitivement, tu vas le mettre ailleurs. Et on rassure en disant, c'est pas une révolution, mais c'est une évolution des choses, et on va le faire tranquille. Et si tu n'as pas envie cette année, on le fera peut-être l'année prochaine. C'est une numérisation de l'évaluation pour avoir une trace, pour pouvoir offrir les pages. C'est ça, c'est ça. Et moi je crois l'idée de prendre le temps. Je crois vraiment l'idée de prendre le temps de faire la preuve. Il y a une question par ici. Désolé, j'ai une autre question. Moi, je suis un élève de chez vous, je regarde un peu le référentiel, je vois qu'il y a un scolaire. Je dois passer un examen et pour valider certaines compétences qu'on arrive à les retrouver. Voilà, je rate l'examen écrit sur table, mais j'arrive à décrocher le badge. Finalement, est-ce que je valide les crédits de l'examen? C'est deux choses. Alors, on s'est posé aussi cette question-là, et c'est un gros travail aussi auprès des étudiants, c'est là pour le coup, c'est là mon télescope. C'est quel discours on porte et comment on porte les compétences auprès des étudiants. Il faut une grosse rigueur sur la manière dont on explique les compétences aux étudiants. Parce que derrière les compétences, il y a la solidité du système de badge, ça va avec, c'est complètement raccord. Et effectivement, nos étudiants, le pire qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, ils visent le niveau compétent direct en fin de cursus, et puis le niveau novice et intermédiaire, on s'en fiche. C'est le truc grand classique. Ou alors, typiquement, ils vont valider en se centrant sur les éléments scientifiques, ce que tu évoques, et délaisser les éléments de compétence. Alors, ça, pour y répondre, il y a plusieurs principes. S'ils valident les éléments scientifiques et qu'ils n'ont pas les éléments de compétence, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas forcément dramatique. Libre à nous de leur proposer une autre situation ou à eux de nous prouver. C'est comme ça qu'on résout ce truc-là, parce qu'on se l'est posé très longtemps. On s'est dit, imaginons un rapport de stage. Le rapport de stage, il a les compétences scientifiques, il avance ses éléments dans son rapport de stage. N'empêche que la vision de l'entreprise, il n'a rien compris. N'empêche que la stratégie de l'entreprise, il n'a rien compris. N'empêche qu'il ne s'est pas interrogé par rapport à ses valeurs. Mais c'est pas grave. Peut-être que le terrain de stage n'était pas adapté. Peut-être que l'étudiant n'est pas suffisamment mature à ce moment-là. Mais scientifiquement, il a très bien pu valider ce qu'on est en droit d'attendre d'un étudiant en première année. C'est pas un problème. Dans ce cas-là, il va juste falloir qu'on reparte pour lui reproposer notre situation ou que lui nous dise j'ai acquis plus tard telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Olivier, tu voulais reprendre? Oui, le piège, en fait, c'est de lier les deux. C'est ça. C'est-à-dire, c'est de lier le scientifique à la compétence. Tout à fait. Parce que s'il valide l'un et pas l'autre, on est dans la situation où il faut tout faire repasser. Tout à fait. Et ça, ça devient, alors là, pour le coup, très très compliqué. Et voilà, ça c'est... merci de ta relance, parce qu'effectivement, c'est important. Faut pas lier les deux. Faut pas lier les deux. Il y a des cas où on peut comprendre intellectuellement que ça soit lié, mais il faut absolument ne pas le lier. Et l'autre truc qu'il faut absolument porter, c'est l'acquisition progressive de la compétence. C'est-à-dire que si jamais on ne leur dit pas, il faut avoir le novice, puis il faut avoir l'intermédiaire, puis il faut avoir le compétent pour acquérir de manière progressive les choses, et bien la nature aura du il va directement sur le compétent. Ça, c'est un grand classique. D'où l'intérêt que nous, on a aussi, dans le modèle qu'on a pensé, introduit en milieu de cursus, ils ont l'équivalent du semestre 5 au semestre 10 au sein de l'école. Le semestre 7, c'est un semestre charnière.
Après, certains vont partir en double diplôme, certains vont partir à l'étranger, et c'est vraiment le moment où ils vont se spécialiser davantage. Quand on a pensé le modèle, on s'est dit, fin de semestre 7, il faut qu'on ait un contrôle. Il faut qu'on ait identifié si les étudiants sont à la bourre ou pas à la bourre par rapport à l'acquisition des compétences, parce que si on n'agit pas là, après, la diversification sera beaucoup plus importante. Et la solution? Merci. Et la solution? La solution 2, dis-moi. S'il ne valide pas. Eh bien, s'il ne valide pas, le problème c'est toujours de reproposer d'autres situations. C'est toujours ça. C'est-à-dire que tu vas proposer une situation. Imaginons, tu vois, qu'en stage 1A, par exemple, en stage première année, il n'est pas validé ses compétences. Il va avoir d'autres occasions de stage par rapport à ça pour pouvoir te prouver. Il aura un stage en deuxième année, cet étudiant, sur lequel il va faire son rapport classique, son rapport de stage pour l'étranger. Et là, peut-être qu'on reglissera les critères de première année dedans de manière particulière parce qu'on sait qu'il ne l'a pas validé. On prendra ce même travail qu'a fait l'étudiant, ou soit on demandera à l'étudiant un écrit réflexif en prenant appui, et c'est là où on donne du sens au tableau. Vous savez, tout le tableau là qu'on a, où on fait faire des croix, là, on dit bah, telle compétence, elle émarge dans telle unité, dans telle unité, dans telle unité. Et bien là, l'étudiant, il s'approprie ce truc-là. Alors bien sûr, il va falloir qu'on le présente autrement parce qu'il est un petit peu aride. Mais le principe, c'est que l'étudiant, il peut en faire une grille de lecture de cet outil et dire bah, je n'ai pas acquis, mais j'ai traversé telle unité, telle unité, telle unité. Je peux me baser sur ce que j'ai fait, et donc je peux prouver que je l'ai acquis. Voilà. D'autres exemples, alors pas sur un référentiel ingénieur, mais moi j'ai travaillé sur le référentiel pour un master. Pour le master, un étudiant, il a une compétence, c'est combien, c'est faire de la recherche, et dans cette compétence, il y a des sous-compétences, par exemple très simple, savoir faire une bibliographie, et une synthèse bibliographique. Cette compétence-là, il y a de maintes occasions où on peut la valider. Soit à travers des projets, soit à travers des rapports de stage, soit à travers des comptes rendus, soit... Et donc, à chaque situation d'évaluation, on va vérifier à travers un petit questionnaire si ça a été fait ou pas fait. Si c'est pas fait, c'est la fois d'après. Et donc, il y a 4-5 situations comme ça sur les 2 ans où il va être en capacité de valider seulement cette sous-compétence. Et c'est pareil les autres. Et la gestion de tout ça, ça se passe à quel niveau? Au niveau des directions des études, au niveau de l'enseignement? Alors, pour le master, pour ce que je connais moi, pour notre master, oui, ça se passe au niveau de la direction. Ben, on a moins d'étudiants aussi, il faut le dire, parce que dans le master personnalisé, il faut quand même une structure qui suit tout ça. Nous, les alternatives. La gestion, c'est forcément direction du programme ingénieur, qui va forcément s'occuper de ça. Donc c'est forcément le directeur du programme ingénieur. Je vais forcément récupérer une part. Soit parce que j'ai mon bureau juste à côté du sien, donc forcément je vais avoir le droit à lui faire des éléments de stats, à préparer des choses comme ça précises. Et puis après, il y a forcément le dispositif d'accompagnement des étudiants. J'en parlerai demain. Mais le système ne marche que si on a des enseignants qui s'impliquent pour accompagner et suivre particulièrement les étudiants. On appelle les skippers chez nous. Oui, c'est ça. Ça aide. Ça aide. Évidemment. Oui. C'est quand les crédits pour les formations doctorales. Merci. Ouda Benatia, École nationale d'ingénieurs de Carthage, présidente du comité qualité de l'école. Merci pour toutes les conférences très intéressantes, très riches d'aujourd'hui. Au fait, mon commentaire et ma question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce qu'ont dit tous les collègues, ça c'est le côté études, côté plan d'études, évaluation des connaissances, etc. Et par ailleurs, nos étudiants vivent aussi, enfin ils ont une vie universitaire au sein des institutions, ils ont une vie étudiante très riche, surtout dans les écoles d'ingénieurs, à travers les clubs, à travers tout le côté associatif. Ils passent beaucoup de temps là-dessus. Ils développent beaucoup de choses, ils participent à des événements aussi bien scientifiques que des colloques, que des comités d'organisation. Ils organisent aussi des événements. Ils organisent aussi des événements avec la société civile, avec le monde socio-économique, et c'est énormément de temps passé d'activité. En revanche, ils ne sont pas tous impliqués aussi de la même façon. Il y a même ceux qui ne sont pas impliqués parce qu'ils vont privilégier les études. Alors, la question qui se pose et qui s'est toujours posée, c'est que, et nous aussi on les sollicite et on les pousse à avoir une vie associative et de clubs très intéressante et très riche, la question que je vous pose, mais qu'on s'est toujours posée, comment reconnaître ça, comment valoriser ça, comment présenter ça sur un CV qui va attester du fait que, parce que nous on va délivrer des attestations, mais ensuite,
tout ce problème aussi de falsification de papier, de tampons, etc. Donc, mon commentaire et ma question, c'est par rapport à vous qui avez implémenté ce système, comment vous prenez ça en considération par rapport, par exemple, à tout ce qui est soft skills, communication, capacité à organiser, à gérer une équipe, etc. Il y a même le côté scientifique. Ça me fait penser, par exemple, nous, en l'occurrence, à beaucoup de hackathons ou par exemple, d'organisation d'événements sur la robotique, sur la mécatronique, sur tout le côté biomédical, etc., le développement durable et j'en passe. Comment prendre en considération tout ce qu'ils ont pu développer, aussi bien sur le plan technique que sur le plan communicationnel, organisationnel, etc. Et comment aussi évaluer, si on commence par novice, c'est normal, comment on va évoluer dans ça pendant 3 ans du cycle ingénieur. Donc, on s'est toujours posé cette question, surtout je dirais, en l'absence de texte réglementaire, en l'occurrence le règlement intérieur de l'école, qui ne permet pas d'attribuer de CTS ou de crédit ou de reconnaissance dans ce sens ou d'évaluation, sachant qu'il y a pas mal de choses acquises dans ce sens. Et je le dis, par rapport à une connaissance de cause, par rapport à tout ce qui est accréditation, on est aussi évalué en tant qu'établissement sur le volet vie associative et comment il est développé, comment il est structuré, comment il est géré. Et ensuite, les étudiants, très honnêtement, se sentent très frustrés par rapport au fait qu'on ne reconnaisse pas ceci dans le diplôme ou dans un supplément, dans quelque chose que vous avez appelé tout à l'heure, juste pour reprendre vos mots, machin. Machin, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, c'est intéressant parce que quand on avait préparé ça, on parlait justement d'un réfléchir que deux sur la question de l'engagement étudiant. Et c'est une question de base. Il faut savoir, je rebondis sur ce que tu dis, sur la question de l'engagement étudiant. Parce que l'engagement étudiant, on a la chance d'avoir un cadre réglementaire. En France, un cadre réglementaire qui existe depuis 2017. Je ne sais pas si tu veux l'exposer peut-être. Alors, je ne connais pas également. Enfin, c'est un décret de 2017, hein, j'ai affiché c'était ça tout à l'heure, et qui effectivement impose aux établissements d'enseignement supérieur de reconnaître tous ces engagements citoyens, associatifs, etc. Et c'est souvent la porte d'entrée en fait, des universités. Toutes les universités qui sont arrivées ces dernières années sur les open badges, c'était pour répondre aussi à ça, en fait. Le fait de le reconnaître. Là, vous parliez de hackathon, mais typiquement, c'est vraiment le type de badge qui est délivré. J'ai participé, soit j'ai participé, soit j'étais là. Comment? J'ai gagné un prix. J'ai gagné un prix, j'ai organisé. Donc là, il y avait l'exemple tout à l'heure de l'UTBM, j'ai organisé un congrès industriel, avec des industriels. Donc il y a tout un tas de soft skills, effectivement, qui s'en dégagent, quoi. Donc ça, vous pouvez, alors après je ne sais pas si c'est une question de CTS, mais vous pouvez tout à fait donner l'opportunité, leur proposer justement aux étudiants d'avoir cette valorisation. Et c'est relativement simple. Après, est-ce que vous devez évaluer? Est-ce que c'est du déclaratif? C'est du déclaratif, c'est l'étudiant qui va apporter... alors on va lui poser tout un tas de questions, ça va rentrer dans le badge, les réponses vont rentrer dans le badge, c'est son portfolio, donc voilà, qui explique un petit peu... selon lui, comment il est organisé, quelles sont les compétences développées, etc. Ça peut être lui qui apporte tout ça. Et c'est déclaratif qu'on lui délivre. Après, toute la valeur, ça va être tous les éléments qu'il aura pu donner pour demander le badge, et puis toutes les recommandations qu'il aura pu obtenir. Okay, j'ai organisé un congrès, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent me recommander sur cette action. Donc vous pouvez tout à fait l'imaginer, simplement. Après l'évaluation. Je vais compléter les éléments que tu dis. C'est vrai que c'est extrêmement important d'avoir un cadre déjà d'une pour se positionner. C'est vrai que le décret de 2017, il a posé la question aux institutions d'enseignement supérieur de la reconnaissance de l'acquisition de l'engagement étudiant. Mais après, une institution, elle peut se positionner différemment sur l'engagement étudiant et se dire, je donne des ECTS ou je fais autre chose. À titre personnel, historique, à Centrale Marseille, on a toujours fait autre chose. Parce qu'on a toujours considéré que l'engagement étudiant ne peut pas se sanctionner par les ECTS, sinon c'est pas un vrai engagement.
On a toujours parti du principe que l'engagement, il est sociétal, citoyen, et qui ne doit pas donner lieu à l'acquisition de CTS. Ça, c'est vraiment un choix qu'on a affirmé et qui n'est pas forcément le seul choix à l'issue de la communauté, au sein de la communauté. L'autre élément qu'on va avoir aussi à ce niveau-là, c'est que typiquement, la valorisation d'engagement, c'est une forte demande des étudiants. Et il y a aussi une grosse différence entre les universités et les grandes écoles là-dessus. Moi, j'ai tendance à dire aussi qu'une université prend son destin en main et ses choses existent, mais il faut aller à leur rencontre. En grande école, ça fait partie du package. Le package fait que l'étudiant il va s'inscrire dans une dynamique associative ou dans des choses comme ça. Donc il y a une différence forcément de poids et de besoin de cette reconnaissance par rapport au public. Après, ce qu'on va retrouver derrière ça, nous on a pris le problème en se disant on va créer, alors on a créé un certificat. On a créé un certificat de reconnaissance de l'engagement étudiant. Ça, c'est effectivement le directeur du labo sociétal au sein de l'école qui a porté ce truc-là. Et ce certificat, lorsqu'il est apparu dans sa première version, eh bien on s'est dit, bah, c'est les étudiants qui nous ont dit ça qui est vachement intéressant. C'est les étudiants qui nous ont dit, bah, il y a le référentiel de compétences et puis pourquoi on croiserait pas les deux? Oh, bah, la bonne idée. En fait, on avait un petit peu pensé, mais on avait un petit peu rêvé, mais on s'est dit, on va le faire après. Bon, bah, c'est encore une fois, ils nous ont obligés à faire un truc un peu plus vite que prévu. Donc, en fait, on a croisé les référentiels avec ce qu'on attendait comme objectif de ce certificat, et on s'est rendu compte qu'on pouvait valider certaines compétences à des niveaux avancés, ce coup-là. Donc les étudiants, le principe c'est que s'ils sont engagés dans ce genre de choses, par exemple ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont à la junior entreprise à l'école, ceux qui vont porter un certain nombre de choses, ceux qui sont engagés sociétalement auprès du tutorat d'étudiants, par exemple, ce genre de choses, pour donner cette idée, eh bien ils ont la capacité de demander ce certificat de reconnaissance associative. Après les demandes, c'est toujours pareil. Ils nous apportent la preuve que ça fonctionne. Ils ont le référentiel de compétences en sachant où ils vont pouvoir les marger dessus, et donc ils vont rétrospectivement répondre les choses en nous apportant la preuve que ça fonctionne. Et ils vont obtenir deux trucs à l'issue de ça. Ils obtiendront premièrement un certificat, papier en tant que tel. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on voulait faire exister juridiquement ce truc-là. Hein, c'est toujours le même principe. C'est qu'on aurait très bien pu faire donner des badges, mais les badges, juridiquement, dans le règlement des études, ils n'existent pas. Les badges, c'est le moyen de traduire le niveau compétent. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Donc du coup, le certificat, il traduit juridiquement comment je récompense l'engagement étudiant. N'empêche qu'il est adossé au référentiel de compétences où l'étudiant est à pouvoir les niveaux avancés, ce genre de trucs. Et après, il y a le dernier truc, c'est, faut toujours penser des fois à l'avocat du diable, hein, c'est l'étudiant qui dirait, bon alors je fais que des assos, j'ai que mon niveau avancé, et donc du coup j'ai le niveau compétent derrière. Et là la réponse a été non, le niveau avancé est forcément la cerise sur le gâteau, et c'est très bien que tu l'aies fait, que tu sois derrière ça. N'empêche que réglementairement, c'est le niveau compétent que tu dois l'acquérir comme ça. Et ça, il faut le tenir, Zizko. Oui, pardon. Alors, je voulais enchaîner sur... Bon, je me suis présenté ce matin. C'est bon. Sur ce qu'elle a dit, ma collègue. Par exemple, nous, à l'École nationale d'ingénieurs de Sfax, nos étudiants organisent beaucoup de compétitions, beaucoup d'événements, etc. Alors, je vous garantis que le pourcentage 40-50% des étudiants, tout cela est payé en termes d'absentéisme dans les séances. D'accord? Donc les étudiants, pourquoi? Parce que dans les écoles d'ingénieurs en Tunisie, et ça je fais appel à l'État, l'étudiant de 8h à midi, de 14h à 18h, il est dans les séances de cours. Les mercredis sont pris par des rattrapages, samedi matin par des rattrapages. Donc quand vous voulez, l'étudiant, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, c'est pas très différent. Mais l'étudiant, s'il est dans la tête de l'étudiant, je suis à l'école, j'ai des devoirs à passer, j'ai des examens à passer, ce soft skills, etc. Quand j'aurai mon diplôme, je vais essayer, la plupart, je vais le faire. Alors, quand les étudiants organisent eux-mêmes des événements, les étudiants assistent. Moi, depuis 2003, j'ai le plaisir d'inviter pas mal d'industriels
des mercredis après-midi, des samedis matin. Alors je me retrouve dans 20, je dirais 3e année, génie informatique, 70 étudiants, je me retrouve avec une dizaine. Bon, l'étudiant, il dit, voilà, monsieur, moi, j'ai des comptes rendus à faire, j'ai des devoirs la semaine prochaine, etc. Bon, voilà, donc c'est ça, en fait, je voulais dire, la sensibilisation des étudiants. Moi, je pense que si, au lieu, dans les écoles d'ingénieurs en Tunisie, d'enseigner 900 heures, par exemple, et l'étudiant vient le matin pour faire ses cours et l'après-midi, il fait de l'autonomie, de la formation, des événements, ça pourrait peut-être avancer. En plus, franchement dit, en Tunisie, les enseignants font leurs cours et ils font leurs habilitations universitaires, font d'autres affaires, ils ouvrent des sociétés, etc. Donc le pourcentage d'enseignants qui accompagnent les étudiants, comme vous venez de le dire, est trop faible. Donc, parce que l'État tunisien n'est pas en train d'encourager les enseignants, valoriser donc tout ce qui est accompagnement. Vous trouvez dans des institutions universitaires des enseignants qui font des événements, etc. Mais c'est bénévole, ceux qui aiment leurs étudiants, aiment leur métier, ils le font. Sinon, aucune valeur, même s'il met dans son CV pour prendre en compte cela dans une habilitation, rien n'est. Donc il n'y a pas beaucoup d'encouragement. Voilà. On a, je te rassure, on a à peu près le même problème. Dans le sens où nos étudiants, les cours obligatoires ne sont pas collés tout le temps dans le cours. Ils ont tendance un petit peu à y aller de manière plus que sporadique pour certains cours, notamment les cours magistraux. L'autre point aussi, c'est qu'on a également une saisonnalité sur les cours, etc. On a répondu avec un certain nombre d'aménagements. Les choses qui sont importantes, c'est qu'effectivement, ce que tu dis fort justement, c'est qu'il faut laisser de la place à ces activités. Les activités associatives, etc. là-dessus. À l'école, il y a 2 demi-journées qui sont libérées. Il y a le mercredi après-midi et le jeudi après-midi qui sont libérés, soit pour les AMSA, soit pour la vie associative. Ça laisse du temps à ça pour que ça existe. Parce que sinon, forcément, ça va rentrer en concurrence avec d'autres choses. Et c'est vrai qu'on a beau dire, moi je vois pas comment on peut faire autrement si on laisse pas du temps. Forcément, si on leur dit de choisir d'aller s'impliquer pour l'association ou d'aller en cours, je me demande bien ce qu'ils vont choisir. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, effectivement, c'est, je parlais des accompagnateurs, les enseignants qui vont accompagner. Alors, nous n'en avons pas beaucoup non plus. Nous avons un petit groupe d'enseignants qui sont d'une vingtaine quand ils sont tous là, et qui ont toujours énormément de priorités, etc. là-dessus. On a toujours un manque de skippers. C'est comme ça qu'on les appelle chez nous au sein de l'école pour pouvoir les recruter. On part du principe de se dire que c'est pas dramatique, qu'il vaut mieux en avoir une dizaine de très motivés qu'une vingtaine qui ne le sont pas forcément. Quand on a redéfini un peu ce que c'était que les skippers, on est parti sur le principe d'essayer de faire envie, d'essayer de faire reconnaître ce truc-là, de montrer ça. Et malgré tout, on n'a pas un vivier extensible. On s'est même posé la question, aujourd'hui on ne l'a pas forcément tranché, de se dire après tout, est-ce qu'un skipper c'est forcément un enseignant? Est-ce que ça ne serait pas un personnel administratif qui a une sensibilité particulière pour accompagner des étudiants? Ça peut peut-être aussi avoir à des personnels autre chose à faire, d'autres envies que des missions administratives qui sont en relation avec les étudiants et qui ont un goût pour faire ça. Ça peut permettre d'élargir un petit peu et de se dire, on n'en a peut-être pas 50, on a des gens qui sont motivés pour le faire, on va les voir régulièrement, essayer de valoriser ce qu'on va faire. Mais je te rassure, skipper, j'en ai pas plus de 20. On n'en a pas plus de 20 non plus. Par contre, ce qui est important, c'est de leur ménager du temps. On essaie aussi, quand on travaille sur les compétences, c'est un peu comme VIP, quoi. C'est-à-dire que nous, on va voir les skippers d'abord, et si on sent qu'il y a de la résistance, on s'interroge. Franchement. Pour vous donner un exemple, le système de tag, il a eu une première version, on l'a présenté aux skippers, et là on a eu un gros camouflet, et là on s'est dit, on a merdé. On a merdé franchement, et on a revu le truc.
parce qu'on a considéré que c'est notre public le plus bienveillant et le plus sympa, et quand ils nous disent quelque chose, et ils ne sont pas toujours sympas, et tant mieux, pour le coup, et on s'est dit, bah c'est pas grave, on va réitérer, on va voir le truc derrière. Donc il y a le principe de, je pense que quand on ne peut pas forcément donner de l'argent aux gens, on essaie de leur donner un peu de gloire, et pour le coup c'est intéressant, c'est de se dire, bah voilà, on les favorise, on a une relation un peu particulière, ils sont peut-être pas nombreux par rapport à ça, mais on va les voir régulièrement, on essaie de rentrer dans les mécanismes avec eux, on entretient ce truc entre la direction ingénieure et ce type d'enseignants, qui ne sont pas beaucoup, et puis bah, on s'appuie dessus. Et on se dit, bah, peut-être qu'un jour on arrivera à en avoir 15, 20, peut-être. Alors, je complète aussi ta réponse en disant qu'on a inventé, ça remontait une bonne dizaine d'années, un truc qu'on appelle le référentiel enseignant. Et en fait, il y a un certain nombre de tâches comme ça d'accompagnement sont rémunérées en heures, c'est-à-dire ou en décharge. C'est-à-dire que par rapport à une charge, c'est comme chez nous, il y a 200 heures à faire en gros par an. Ben, si on est référent, par exemple, d'un petit groupe d'élèves, on va gagner, j'en sais rien, 10 heures, je dis au pif. Ou si on s'occupe d'un stagiaire, on va gagner 1 heure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc comme ça, il y a un référentiel qui permet un peu de motiver les gens. Mais je dois dire que malgré ce, les priorités, tant que le système d'évaluation des enseignants-chercheurs ne dépend pas que de la recherche principalement, et un peu de l'enseignement, et encore un peu de l'administratif, ça évoluera pas. Voilà. Oui. Question de collègue Loïc. Merci beaucoup pour toutes les informations. Donc c'est très intéressant puisqu'on parle de référentiel déjà de formation. Et ce référentiel, on a dit, ça fait l'objet d'accréditation et tout. On parle aussi de référentiel compétences. Quand est-ce qu'on peut sortir un élément d'enseignement, d'une unité d'enseignement, pour le promouvoir bien là, pour le rendre quelque part un référentiel de compétences, ou bien vice-versa. Est-ce qu'il y a des passerelles, il y a une synergie, une symbiose entre ce qui se passe au niveau du référentiel de la formation et les différents référentiels de compétences. Ça, c'est un. Et puisqu'on parle de réseau ici, on peut envisager, puisqu'il y a des projets Erasmus, donc la mobilité des étudiants, est-ce qu'il y a un emploi du temps pour pouvoir suivre une certaine compétence là, dans l'innovation, bien comme vous l'avez souligné, dans la recherche, etc. Comme ça, nos étudiants, quand on va les envoyer en mobilité, pour aller par exemple à la centrale de Marseille, etc., ils savent que concomitamment, ils peuvent suivre en même temps leur programme, puisqu'il y a des ECTS qui seront transférés en Tunisie et vice-versa. On peut aussi, en même temps, ils profitent pour essayer quand même de suivre ces compétences-là, pour les acquérir, et ça va être un plus. Et comme ça, ils peuvent être aussi inscrits dans son supplément de diplôme, comme ça on les valorise. Et puisqu'il y a quand même, on a dit quand même que c'est nécessaire, pourquoi on n'essaie pas de rendre comme les enseignements obligatoires? Tout à l'heure, il a été structuré au niveau de Microsoft, il a parlé de badges, d'un ensemble de badges trophées, et puis en allant vers même des certifications. Pourquoi au niveau du réseau, on ne pense pas au niveau des mobilités, et au niveau, puisqu'on parle aussi d'enseignement à distance, etc., comme a parlé mon collègue au niveau des ODD, les 4.0, les enseignants aussi, la pédagogie, l'ODD 4, et puis il y a les autres ODD, pourquoi on ne peut pas aussi les rendre en référentiel, et puisque tout le monde en parle, l'UNESCO et tout, parle jusqu'à 2030, le monde va devenir dans d'autres situations, pourquoi pas, on ne revient pas à tout ça, et ça va être là et que tous les gens profitent, puisqu'il y a un grand réseau là, tout le monde profite, puisque vous avez parlé, on s'intéresse à la formation au niveau de l'université de l'étudiant, mais on a parlé de la formation tout le long de la vie, le lifelong learning. Et comme on a, nous, au niveau des ingénieurs, donc ils peuvent aussi profiter et suivre tout ça, et comme ça on va s'intéresser, telle compétence dans telle institution universitaire, telle autre, et puis les gens peuvent aller quand même
buter dans ces différentes institutions pour essayer d'acquérir ces compétences. Et merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Alors, plusieurs éléments, merci pour ta question. Alors, plusieurs éléments par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, on est dans une organisation qui est un petit peu schématique pour répondre à la question du moment, à quel moment on va acquérir des compétences. Nous, quand on a complété ce fameux tableau que je vous ai fait voir vite fait ce matin et que je remontrerai demain, cette fameuse matrice d'apprentissage, c'est une hypothèse de travail. Et les hypothèses de travail, des fois, elles ne résistent pas à la réalité. Mais l'hypothèse de travail, ça a été de dire, bon, bah, niveau novice, première année, niveau intermédiaire, deuxième année, niveau compétent, troisième année. Ça, c'est le postulat quand on a créé, entre guillemets, quand on s'est dit, bon, on va mettre en correspondance des compétences avec les enseignements. Schématiquement, c'est à peu près ça. Je vais dire schématiquement, parce que dans la réalité, on s'est quand même rendu compte que c'est schématiquement sauf exception. Voilà, je veux dire ça gentiment. Parce qu'effectivement, quand on a complété cette matrice, on se rend bien compte que oui, les compétences de niveau novice sont globalement acquises en première année. Mais forcément, des fois, on a des compétences de niveau intermédiaire qui sont acquises également en première année, et l'inverse est vrai. Ça, c'est le premier point. Après, l'autre point, c'est effectivement, pour connaître les histoires de calendrier, il y a peut-être un effort effectivement à faire et à mener là-dessus. Alors, on a un essai, notre nouveau directeur de la formation ingénieur qui est arrivé cette année, alors il n'a pas suivi le projet, ça qui est intéressant, donc il arrive vierge de toute représentation par rapport à ça, et Vincent Merval, il a interrogé le projet très différemment. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que lui, en voyant des compétences, il s'est mis à représenter les tags, comme ça, et en dessous, il a mis les situations d'évaluation. Et j'ai regardé ça, je me dis, c'est vachement bien, cette façon de le présenter, parce qu'on sort du tableau croisé, qui est horrible, qui est imbuvable, on voit très bien ce qu'on attend avec le tag et les situations qui sont en dessous. Et là, on n'a plus qu'à rajouter la date. Et on rentre dans ce que tu dis là. Par exemple, nos étudiants sur la partie innovation novice, ils doivent être initiés aux techniques de créativité. Et bien ça, on sait comment on l'évalue à l'école. On sait qu'on l'évalue quand ils ont fait la semaine d'idéation au sein de l'école. Une semaine sur laquelle ils vont travailler avec des étudiants designers pour travailler sur un projet. On pourrait très bien envisager de le mettre sur un calendrier et dire que voilà, si on veut être formé à l'innovation au niveau novice, il va falloir aller suivre la semaine d'idéation au sein de l'école. Ça peut être une idée. Donc on est sur un début d'avance, mais je retiens l'idée que tu as dit qui est très intéressante, de penser un calendrier pour le voir de l'extérieur. Je pense qu'effectivement ça donnerait de la lisibilité au cursus, en sachant que, là encore, c'est le calendrier de l'étudiant type. Et j'ai 300 étudiants type à l'école, par année. Ça c'est le petit truc. Mais ça n'empêche pas qu'un modèle, il faut toujours l'adapter. Et après, l'autre élément, donc ça permettrait peut-être d'envisager ce genre de choses. Et après, voilà, l'autre élément, dans quelle mesure les compétences travaillent sur les éléments de contenu. Nous, il y a un autre élément sur lequel on travaille aussi en parallèle, c'est la refonte de notre syllabus. C'est forcément lié cette affaire-là. Parce que forcément, on refond notre syllabus au sein de l'école, et dans le syllabus, il y a les ODD, typiquement. Donc on vient interroger ce genre de choses, mais on vient aussi interroger des compétences scientifiques et techniques, et des compétences. Quand je vous dis qu'il faut prendre du temps, on est là-dedans, on a déployé un nouvel outil cette année, et on a dit aux collègues, ne te occupe pas des compétences de l'ingénieur centralien pour le moment. Parce qu'on estime que le système est encore assez robuste, qu'on veut qu'il se l'approprie davantage. Travaillons sur l'objectif, travaillons sur le contenu, travaillons sur ce genre de choses qui vont forcément être bousculées par les compétences. Et après, remplir des cases des compétences, je préfère que les enseignants ils prennent le temps de se l'approprier, qu'on travaille ensemble et qu'on ait quelque chose qui soit solide dans la deuxième ou troisième version de ce syllabus qu'on fera. Mais il y a aussi un impact. Forcément, quand on connecte les enseignements avec un référentiel, il va y avoir des lignes de force qui vont bouger. Bien, je crois qu'on est arrivé un peu au bout de cette table ronde, s'il n'y a pas d'autres questions. Et donc on va peut-être clôturer la journée et l'après-midi. Merci à vous deux pour ces échanges avec plaisir. Je l'espère ont été utiles à tout le monde. Moi j'en ai appris sur les open matchs. Et donc je vous propose de retrouver demain, 8h30. Ça a été avancé par rapport au programme initial pour que vous puissiez assister à ce que vous savez qui aura lieu à 11h. Voilà. Merci à vous et bonne soirée.